Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi Keng, 12h en temps universel. Voici le Midi d'e-Radio. Au micro, Mahmoudi Brakan, pléthore de taxes et importation du sucre, le ras-le-bol des industriels sénégalais. Le syndicat professionnel des industries du Sénégal n'est pas convaincu par l'option économique du gouvernement. Le SPIS n'exclut pas la délocalisation de nombreuses industries. Le Qatar annonce son retrait de l'OPEP en 2019, risque de flamber des cours mondiaux du pétrole. Le Sénégal, pays importateur avant d'être producteur, pourrait en faire les frais. Brouille supposée au pur de Serigne Moustapha Sy Issa Sall, le coordinateur du parti et potentiel candidat à la présidentielle de 2019, dément toute mésentente avec le guide des Moustarchidines. Journée internationale des personnes handicapées, un quotidien difficile au Sénégal. Cependant, certains handicapés refusent d'être condamnés à la mendicité. Ils arrivent à surmonter leur handicap et travaillent comme tout le monde. Bienvenue dans le Midi d'e-Radio, la radio qui irradie. Option économique du gouvernement, le syndicat professionnel des industries du Sénégal rompt le silence. Le SPIS apprécie positivement la vision du renouveau industriel et productif du chef de l'État. Toutefois, l'organisation dirigée par Ahmed Amar marque son désaccord sur l'augmentation des redevances portuaires, l'instauration d'une taxe parafiscale au profit du fonds de soutien au secteur de l'énergie, l'autorisation d'importation du sucre pour ne citer que ces mesures. Les industriels parlent d'une pléthore de taxes et d'une tendance haussière des facteurs de production qui pourrait entraîner une délocalisation de leurs activités avec des conséquences fâcheuses pour l'économie sénégalaise. Le détail à Diop. Le syndicat des professionnels des industries du Sénégal émet ainsi des préoccupations quant aux batteries de mesures prises par l'État du Sénégal et les impacts que celles-ci pourraient avoir sur l'économie nationale. Parmi celles-ci, le SPIS s'est dit surpris et regrette la mesure unilatérale d'augmenter les redevances portuaires depuis le 1er octobre 2018. L'autre décision étatique qui inquiète les acteurs du secteur, l'instauration par décret 2018-1943 d'une taxe parafiscale au profit du fonds de soutien au secteur de l'énergie, une mesure qui va alourdir davantage les charges des industriels d'après le syndicat. Autre décision que déplore le SPIS, l'autorisation d'importation du sucre qui vient pénaliser fortement la CSS, compagnie sucrière sénégalaise, menacée de fermeture si le sucre importé continue d'inonder le marché national. Selon les professionnels du secteur, depuis janvier 2018, les taxes alourdissant les charges des industries ne cessent de se multiplier. Des tendances haussières qui menacent également le futur des industries nationale et par ricochet l'économie du pays. Le SPIS interpelle l'État face à cette situation et plaide pour la concertation pour une meilleure transformation structurelle de l'économie du pays. Chapitre économique toujours, le Qatar annonce son retrait de l'OPEP en 2019. Le Premier ministre qatari en a fait l'annonce. Nous nous intéressons aux conséquences d'une telle décision sur des économies importatrices de pétrole et de gaz. Le Sénégal fait partie du lot en attendant son entrée prévue en 2021 dans le cercle des pays producteurs de pétrole. Le sujet d'Oumou Kalsoumba. Le Qatar va se retirer de l'OPEP, organisation des pays exportateurs de pétrole, en janvier 2019. Une annonce faite par le nouveau ministre qatari de l'énergie. Alors, est-ce que le départ du Qatar, du cartel de l'or noir, aura des conséquences sur les cours mondiaux? Quel va être l'impact pour le Sénégal, jusque-là importateur de pétrole et de gaz? Amadou Abdouldem, expert en amont pétrolier. Il n'y aura pas de conséquences sur le cours du pétrole brut parce que le Qatar est un petit pays producteur de pétrole. Il faut 600 000 barils jour, si les chiffres sont exacts, alors que l'OPEP produit environ 32 millions de barils jour. C'est un très petit pays producteur. Cette décision du Qatar est décryptée par de nombreux experts comme une stratégie de long terme largement axée sur l'industrie gazière. Justement, le Sénégal a découvert du gaz naturel évalué à 17 000 milliards de mètres cubes selon les chiffres officiels. Quelle stratégie l'État du Sénégal doit mettre en œuvre pour bénéficier pleinement des retombées de cette ressource? Le gaz, pour en profiter, je pense que c'est pour
pouvoir l'utiliser au niveau local, au niveau des centrales de la Sénélec, et verrouiller les contrats qui nous permettront de pouvoir partager avec les producteurs. Pour rappel, le Sénégal et la Mauritanie avaient signé en février dernier un accord de coopération pour l'exploitation du champ gazier offshore dénommé Grand Tortue. Cet accord va permettre au découvreur américain Kosmos Energy de décider au cours de cette année le lancement de l'exploitation d'un gisement estimé à 450 milliards de mètres cubes. Oumou Kalsoumba, sur cet accord gazier entre le Sénégal et la Mauritanie, le président Macky Sall se rendra prochainement à Nouakchott. Et puis le banquier et économiste béninois Lionel Zinsou interpelle les cabinets d'avocats dans la perspective d'une exploitation du pétrole et du gaz par le Sénégal. Il invite les robes noires à être à la hauteur de l'enjeu. Des propos recueillis par Ousmane Gueye. On a besoin que toutes les compétences soient sur le terrain. C'est-à-dire on ne peut pas faire dans le développement actuel de l'Afrique uniquement avec le recours à des cabinets d'avocats internationaux. Donc il faut que les compétences se développent toutes sur le terrain. Et les économies, ça change. Le Sénégal connaît une forte croissance, mais c'est pas simplement quantitativement, c'est qualitativement. Ça veut dire que c'est une économie de plus en plus diversifiée. Vous y ajoutez l'arrivée prochaine d'une rente minière, d'une ressource, ça va changer les finances publiques, ça va changer le fonctionnement du fonds souverain, ça va changer la capacité d'injecter du capital dans l'économie. Ça devrait permettre de soutenir d'autres entreprises sénégalaises. Donc ça va vouloir dire une accélération, ça va vouloir dire probablement un besoin de formalisme, un besoin de professionnalisme, tous les domaines légaux, tous les domaines des contrats, dans la simplification des contentieux, dans le développement des arbitrages, parce que vous êtes devant plus vite encore que beaucoup d'autres économies en Afrique, mais le Ghana a connu un peu ça, par exemple, quand même. Vous êtes devant une vraie diversification, un vrai changement de l'économie. Et ça veut dire beaucoup de changements légaux. Il y a d'autres changements qui vont intervenir, très importants pour la profession d'avocat, notamment la professionnalisation des banques, de leur gestion de risque, le rating des entreprises qui vont être notées. Maintenant, beaucoup plus d'entreprises vont être notées, donc elles vont devoir changer de gouvernance. Enfin, c'est une profession qui va avoir, dans le domaine des affaires, dans le domaine du soutien aux entreprises, un énorme développement. Ce qui est nécessaire d'ailleurs parce que pour l'instant, on produit plus d'avocats qu'il n'y a de travail pour les avocats. Lionel Zinsou, banquier et économiste béninois. Vous suivez les informations sur iRadio. iRadio, midi 15, le journal. Actualité sociale, l'année universitaire n'a qu'à ses débuts et déjà une hypothèque. Grève de 2 jours du syndicat autonome des enseignants du supérieur. Le SAES dénonce le non-respect du protocole d'accord du 15 mars 2018 par la partie gouvernementale. Au mot d'ordre bien suivi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est un reportage d'Aïssata Ndiatia. Nous sommes à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ici, les amphithéâtres sont presque vides et la cour de la faculté remplie d'étudiants. Omar Khan Diouf, étudiant en première année, explique. On a cours, mais le prof n'est pas venu. On est resté là 30 minutes à attendre, mais on n'a rien vu. Tout à l'heure, j'ai entendu que les profs sont en grève et ça m'a surpris. Pour moi, c'est tôt. On est en début d'année, c'est pas normal. Je me suis levé à 5h du matin. Et on n'a pas fait cours. Déçu, il n'est pas le seul. Pour son premier jour de cours, Samba Sissé ne verra pas non plus de professeur. Les profs ne sont pas venus et on n'avait pas les informations requises pour si les professeurs devaient venir, oui ou non. Après 8h30, on est un peu découragé parce qu'on croit avec le premier jour là, on devait faire cours après être dans le diapason là. Déception et surprise, sentiment de Tchedjougou Tombedou, étudiante à la faculté de droit. On n'a pas fait cours ce matin parce qu'on est venu et tout à coup il y a des élèves, il y a des étudiants. C'est l'amicale des étudiants qui sont venus et nous ont informé qu'il y a grève aujourd'hui et demain, Inch'Allah, et le prof ne viendra pas. Mais aujourd'hui, c'était le premier cours qu'on devait faire. Un peu dessus. Parce que je l'avais entendu, mais je n'y croyais pas. Les enseignants du SAES en grève pour 48 heures depuis ce lundi dénoncent le non-respect des accords signés avec l'État le 15 mars 2018. Une situation qui inquiète déjà les étudiants.
Dans la justice, le site Juste observe également un arrêt de travail de 48 heures. Là également, il est question de respect des accords signés avec le gouvernement. Les greffiers ont organisé un sit-in ce matin au tribunal de grande instance de Thiès. Correspondance Isidore Alexandre Sen. Arrêt de travail dans toutes les juridictions, le syndicat des travailleurs de la justice veut la matérialisation des accords signés avec l'État. Maître Ahmed Touré, chargé de communication des travailleurs de la justice. C'est un acte syndical que nous avons posé pour manifester notre courroux face à ce comportement inqualifiable du gouvernement du Sénégal. Les travailleurs de la justice et le gouvernement du Sénégal avaient entamé un processus visant à mettre en œuvre des réformes statutaires et indemnitaires depuis presque quelques années. Nous avons travaillé d'arrache-pied pendant longtemps et nous sommes parvenus à un protocole d'accord. Un protocole d'accord signé entre le gouvernement du Sénégal et le syndicat des travailleurs de la justice. Alors la mise en œuvre de ce protocole a été entamée et à notre grande surprise, le lundi dernier, en procédant à des actes de suivi, nous nous sommes rendus compte que les augmentations de 40% qui étaient inscrites sur les bulletins ont été retirées. C'est un acte inqualifiable. À l'en croire, les travailleurs de la justice exercent dans des conditions difficiles. Le gouvernement a déroulé énormément de programmes, mais vous vous rendrez compte que tous ces programmes sont restés sans effet conséquent dans la qualité du service public de la justice. Toutes ces réformes ambitieuses risquent de tomber à l'eau si ceux qui doivent les porter, c'est-à-dire nous, les travailleurs de la justice, sommes laissés dans cette situation de précarité. Il faut le dire, le niveau de traitement des travailleurs de la justice frise l'indécence. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, également en a pris pour son grade. Le garde des Sceaux ne s'est pas investi comme nous sommes en droit de l'attendre. Ils ont pris des engagements, ils ont engagé l'État du Sénégal. Ce n'est pas quand même trop demandé que de demander que ces accords soient respectés. Le ministre de la Justice n'accorde pas le crédit nécessaire à nos préoccupations. Ahmed Touré et ses camarades du Sud-Just appellent toutes les bonnes volontés à prendre leur bâton de pèlerin pour le respect des engagements de l'État en faveur de la justice. Isidore Alexandre Sen-Thiès pour iRadio. L'actualité politique à présent, crise présumée au parti de l'unité et du rassemblement. Le coordinateur et candidat potentiel du PUR à la présidentielle de février prochain nie toute divergence avec Serigne Moustapha Sy. Issa Sall soutient qu'il aimait sur la même longueur d'onde que le guide moral des Moustarchidines. Antoine Diouf s'est entretenu avec le député du PUR. Mais que se passe-t-il au parti de l'unité et du rassemblement PUR? Y a-t-il problème entre Moustapha Sy et le professeur Issa Sall au point que cette formation reporte jusqu'au 8 décembre son congrès qui était prévu samedi dernier, 1er décembre? Le numéro 2 de cette formation répond. Professeur Issa Sall. Non, il n'y a aucun problème au niveau du PUR. Il n'y a aucun problème entre le président du PUR qui est le patron du parti et moi, le second parti coordonnateur national. Nous avons jugé reporter le congrès pour le 8, simplement parce qu'il y a eu beaucoup de congrès aussi qui se tenaient le 1er. Alors nous avons voulu prendre un peu de recul pour tenir notre congrès une semaine après. Maintenant, vous savez, les mouvements de masse, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des gens qui colportent des idées, qui vont voir le président, qui parlent, mais vraiment, il n'y a aucun problème. On est au beau fixe. Tout marche très très bien, il n'y a aucun problème. Pas de nuages. C'est même pas possible d'ailleurs. Ça ne m'intéresse même pas de savoir qui c'est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être en phase avec le président. Et je suis en phase avec lui. Je suis ses directives. Et donc, il nous a demandé de faire un congrès le 8. Et là, nous nous y appelons. Une certitude. Malgré les vicissitudes supposées ou réelles, le PUR est partant pour février 2019. Alors, si le PUR va aux élections, ça veut dire que le PUR aura son candidat. Et le candidat, c'est moi. Ce qu'il faut peut-être retenir est que même s'il n'y a pas de problème entre le numéro 1 et le numéro 2 du PUR, entre leurs proches, on ne semble pas parler le même langage. Thierno Alassane Sall, un autre candidat déclaré à l'élection présidentielle de février, le leader de la République des valeurs fait part de ses réserves sur le fichier électoral et la neutralité du ministre de l'Intérieur pour organiser les élections. Thierno Alassane Sall est en tournée à Kaolack. Ousmane Dem. À quelques mois de la présidentielle de février 2019, il n'y a toujours pas de consentement entre l'État et l'opposition sur le fichier électoral et le choix porté sur Aly Ngouille Ndiaye d'organiser les élections. Cette situation laisse penser à Thierno Alassane Sall une volonté manifeste de préparer un coup d'État électoral. Ce qui va advenir, c'est qu'on est en train de réunir toutes les conditions d'un processus électoral et des élections contestées. Nous souhaitons qu'il y ait la paix
et la stabilité dans le pays, mais on ne peut pas que prier pour la paix, il faut agir. Le débat même sur le fichier électoral et le processus électoral montre combien l'échec de Macky Sall est patent, parce qu'on pensait qu'après 2012, plus jamais ces questions ne se poseraient. Selon lui, le départ de Aly Ngouille Ndiaye est l'une des exigences de l'opposition qui croit dur comme fer qu'on ne peut pas être juge et parti. C'est lui qui a nommé un ministre parmi les plus contestés, qui a eu à signer des actes, une lettre de présentation de décret en violation flagrante à la loi. Donc c'est un violeur de loi, si on peut dire ainsi. Alors comment voulez-vous qu'on puisse avoir confiance en quelqu'un qui a violé de manière manifeste la loi? C'est un problème. Tant que M. Aly Ngouille Ndiaye sera ministre de l'Intérieur, on pensera que quelqu'un qui a déjà présenté un faux ne peut récidiver allègrement. Si le président Macky Sall veut la paix au Sénégal, c'est maintenant qu'il doit réunir toutes les conditions en organisant des élections libres et transparentes, a prévenu Thierno Alassane Sall. Ousmane Dem Kaolack, iRadio. iRadio, les infos d'ici et d'ailleurs. Journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Dans notre pays, un quotidien difficile dans presque tous les secteurs d'activité, suffisant pour que la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées monte au créneau. Elle plaide pour l'amélioration des conditions de vie des handicapés. Adja Tigui Dankeba. Les personnes handicapées rencontrent d'énormes difficultés dans leur quotidien. Selon Yatma Fall, président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Le diagnostic qui a été fait sur la situation des personnes handicapées révélait l'existence de 4 problèmes prioritaires. Le premier, toutes les difficultés liées à l'accès à la santé, à l'appareillage et aux services de réadaptation. Ensuite, le deuxième, c'est toutes les difficultés liées à l'accès à l'éducation et à la formation. Troisième ordre de problème, c'est toutes les difficultés liées à l'insertion et à l'emploi. Ensuite, le quatrième, c'est toutes les difficultés liées à l'aménagement du cadre de vie général. À l'occasion de la Journée internationale des handicapés ce lundi, plusieurs ministères vont évaluer les différentes initiatives prises pour les handicapés. Nous allons nous mettre sur une table avec le gouvernement pour voir chaque ministère concerné par le handicap, ce qu'il a pu faire en faveur du handicap et ce qu'il n'a pas pu faire. Et voir également pourquoi cela n'a pas été fait pour que des solutions soient apportées. Notamment, le handicap est une question transversale, multisectorielle et pluridisciplinaire qui fait appel à plusieurs secteurs. Pour faciliter l'emploi des personnes à mobilité réduite, Yatma Fall invite les entreprises à s'inspirer du modèle de Dakar Dem Dikk. Comme vous le savez déjà, une trentaine de jeunes handicapés, filles et garçons, ont été recrutés à la société Dakar Dem Dikk et ils officient aujourd'hui dans l'administration de la société, mais surtout aussi dans les bus comme receveurs. Il faut dire aussi que les derniers bus qui ont été commandés par Dakar Dem Dikk, le tiers a été rendu accessible par des aménagements qui permettent aux personnes handicapées également de les emprunter. Ça, c'est de très bonnes initiatives. C'est pourquoi nous demandons à ce que cet exemple également puisse être suivi. Le président de la fédération attire également l'attention sur l'absence d'infrastructures de base adaptées. Il espère que leurs préoccupations seront davantage prises en compte dans les politiques de développement. Et puis un handicapé loin d'être fataliste. Cheikhou Kouta, le président de la Fédération des personnes handicapées, est un acteur de développement très connu dans le département de Guinguinéo. Il se bat au quotidien pour changer la vie de ses compagnons. Seydina Abagay signe le sujet. Sur le plan social, j'aide les étudiants non orientés à bénéficier de scolarité en leur donnant de l'argent ou bien en utilisant mes relations pour qu'ils puissent avoir une école où étudier. Les étudiants qui veulent également aller à l'étranger, je les aide pour avoir un visa ou bien des prescriptions. Je me suis également battu pour que ma localité bénéficie d'un poste de santé, de l'électricité, mais également j'aide à la sensibilisation pour la scolarisation des enfants et leur maintien à l'école. J'appuie aussi ces enfants-là en leur donnant des fournitures scolaires. Être une personne handicapée ne veut pas dire être une personne inférieure par rapport aux autres. L'handicap n'empêche pas d'être travailleur, n'empêche pas de prendre des initiatives. L'handicap n'empêche pas d'être un acteur de développement. J'appelle le gouvernement à donner un peu plus de considération et de respect parce que la loi d'orientation sociale qui a été votée avec des décrets promulgués n'est toujours pas appliquée. En tout cas, on ne voit pas son application
population sur le terrain. Les banques aussi ne prennent pas en charge les personnes handicapées. Pourquoi dans une banque on nous demande d'être accompagné d'une personne? Il faudrait que les banques sénégalaises s'adaptent comme les banques européennes l'ont fait. Enfin, le problème de visa, quand une personne handicapée va chercher un visa, elle a toutes les peines du monde à l'avoir parce qu'on pense qu'on va utiliser le voyage comme un prétexte pour nous enfuir, alors que ce n'est pas le cas. On est des personnes normales qui aspirent à voyager, à gérer leurs affaires. Cheikhou Kouta, plutôt une traduction assurée par Seydina Abagay. L'actualité internationale sur e-Radio. C'est l'heure de Boubacar Alpha Kane. Bonjour. Bonjour Mamadou. La COP 24 a commencé hier à Katowice en Pologne. Oui, c'est la 24e conférence des Nations Unies pour le climat, communément appelée COP 24. Alors, les faits marquants, c'est d'abord le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, mais c'est aussi la multiplication des événements climatiques extrêmes selon un rapport de l'Organisation météorologique mondiale. Je vous propose d'écouter Ousmane Ndiaye, directeur de la recherche à l'ANACIM, sur les enjeux de la lutte contre les effets du changement climatique en Afrique. L'Afrique a beaucoup d'enjeux ou est impactée beaucoup par le changement climatique. Comme vous le savez très bien, l'Afrique est le continent qui produit moins, ça veut dire qui participe aux causes du changement climatique, mais qui est très affecté par les changements climatiques. En commençant par les pays côtiers avec l'avancée de la mer, les régions côtières, l'avancement du biseau salin. Ensuite, il y a la biodiversité qui est impactée parce que comme la température va augmenter, ça va affecter les espèces de manière générale. Il y a aussi ce qu'on appelle les phénomènes extrêmes. Ça veut dire on est en train de vivre des sécheresses vraiment qui sont très importantes. Vous voyez très bien, au milieu de la saison, on peut avoir 10 à 15 jours de sécheresse. On a aussi de l'autre côté des précipitations qui sont très fortes accompagnées d'inondations, comme on l'a vu cette année chez nous, où les précipitations très fortes. Ces signes-là sont les signes vraiment des impacts du changement climatique. La température va augmenter. Donc, ce qui va avoir des répercussions sur les maladies. Il y a des maladies qui sont émergentes, d'autres maladies qui avaient disparu, qui sont des maladies réémergentes. Et maintenant, les gens sont exposés aussi à des crises d'asthme, etc. Et ça, sur la santé. Sur les ressources en eau, comme la température va augmenter, c'est sûr que donc il y aura beaucoup plus d'évaporation. Il y a plus de sécheresse. Et ce qu'on est en train de voir dans les zones de grands lacs, où on a vu des lacs qui sont des zones qui sont complètement asséchées, et ça va impacter l'Afrique. Et maintenant, par ricochet, ça va impacter sur la sécurité alimentaire, c'est-à-dire et la production agricole et sur la distribution aussi des zones qui sont cultivables. Et ça, on est en train de le ressentir dans plusieurs pays en Afrique. Alors, d'ici la fin du siècle, la température devrait augmenter de 3 degrés avec des conséquences dévastatrices sur les écosystèmes, vous l'avez dit. Certains États sont restés dans l'accord de Paris, mais ne jouent pas la transparence en ce qui concerne les actions menées sur le terrain, le financement et les résultats obtenus. Et la question donc du financement reste centrale. Alors, M. Ndiaye, est-ce que les pays africains auront les moyens de faire face aux effets du changement climatique ? Oui et non. Oui, dans la mesure où il faudrait qu'on développe des activités beaucoup plus résilientes, n'est-ce pas, au changement climatique, c'est-à-dire une agriculture intelligente face au climat, etc. Non, pour la plupart des pays, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Vous savez très bien que les changements climatiques, les mesures qu'il faudrait prendre nécessitent des moyens en œuvre et colossaux. Et d'ailleurs, ce qu'on a discuté dans Paris, pour demander que les pays développés puissent encore aider au niveau des fonds, les pays africains, et ensuite avoir aussi du transfert de technologie. Parce qu'aujourd'hui, pour lutter à cela aussi, il faudrait développer des technologies nouvelles, des technologies qui sont durables, qui sont vertes, etc. Et ça, il faudrait des moyens. Et malheureusement, l'Afrique n'a pas ces moyens-là. C'est pour cela que le transfert de technologie fait partie, des points capital, en tout cas, des négociations lors de Paris. Donc, les moyens, on n'en a pas. Certainement, il faudrait que les pays développés puissent un peu mettre la main dans la poche. Parce que tout simplement, aussi, les causes du changement climatique, comme je le disais tantôt, c'est eux qui produisent beaucoup plus les gaz à effet de serre et nous qui recevons plus les impacts. Donc c'est sûr qu'il faudrait que l'Afrique soit aidée. C'est pour cela un des points capitaux de cette négociation-là, c'est l'aide qui est destinée pour faire face au changement climatique qu'on appelle l'adaptation et l'atténuation.
Bokar Alpha, une autre question qui se pose au continent dans le domaine politique cette fois-ci. Quelle stratégie pour une meilleure sécurisation des élections présidentielles toujours contestées? C'est une très bonne question, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'élections qui sont à venir en 2019. Il y en a une déjà en cette fin d'année, le 23 décembre en République démocratique du Congo. On va en reparler tout à l'heure. Et donc l'ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, croit dans la force et la vigilance de la société civile ainsi que des opinions publiques. Pour le candidat malheureux à la présidentielle béninoise de 2016, il n'y a pas meilleure garantie d'exigence citoyenne. Il prenait part ce matin à Dakar à l'ouverture officielle d'un forum sur le droit et l'économie. Lionel Zinsou est interrogé par Ousmane Gueye. La grande différence entre votre génération et la mienne et la situation d'aujourd'hui par rapport à la situation d'il y a 20-30 ans, c'est qu'il y a une opinion publique. C'est ça qui est important. Et cette opinion publique, elle est en partie relayée et exprimée par la presse, mais en partie aussi par les réseaux sociaux. Et donc, le contrôle citoyen sur le résultat des élections, il va finir par profiter beaucoup de la création de cette opinion publique et des moyens technologiques pour que cette opinion publique vérifie elle-même les résultats et leur consolidation. Je vous prophétise une situation où il sera de plus en plus difficile d'inverser les résultats, simplement parce qu'on est sous le contrôle partout d'une opinion publique. Depuis l'élection présidentielle de 2016 au Bénin, vous devenez quoi politiquement ? D'abord, je suis pas au Bénin, là, je suis au Sénégal, pays auquel je suis très attaché, mais qui n'est pas le Bénin. Je ne vais pas faire de commentaires de politique intérieure béninoise. Je suis ici parce que c'est une rencontre qui me paraît très importante entre les avocats d'affaires, leurs clients, leurs collègues, les autres professions. Et moi, je suis venu apporter ce que je fais tous les jours. C'est-à-dire ? Témoignage de quelqu'un qui est revenu à son métier originel et de banquier d'affaires. Une façon bien sage de nous dire que la parenthèse politique, elle est fermée. Non, mais les politiques ne sont pas des parenthèses. C'est trop important pour nos pays. Donc, on ne ferme pas des parenthèses. Non. C'est pas non plus un livre qui s'écrit tranquillement. Donc, il faut tourner la page. Donc, on ne tourne pas non plus les pages. Ousmane Gueye, très provocateur. Lionel Zinsou, qui ne manque pas de sens de la réplique non plus. En RDC, Bokar, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont lancé ensemble leur campagne. Oui, ça y est, là, la campagne présidentielle est lancée. Ils se sont adressés à la population du camp Luka dans la commune de Ngaliema dans un court meeting. Les deux leaders de l'opposition ont axé leur message sur la pauvreté qui caractérise cette localité. Je cite donc Félix Tshisekedi qui, en lingala, a dit « Nous avons préféré commencer notre campagne ici au camp Luka. Nous l'avons vécu, c'était très difficile pour nous d'arriver ici. Nous venons de le vivre, ils n'ont rien fait. La population du camp Luka est abandonnée. Nous regrettons les conditions de vie des habitants d'ici. » Vital Kamerhe a ensuite traduit cette citation en Kikongo. Kamerhe, président de l'UNC, s'est désisté en faveur de Félix Tshisekedi à la course présidentielle. Les deux leaders, je le rappelle, ont signé le vendredi 23 novembre à Nairobi, au Kenya, un accord pour former la coalition Cap pour le changement. Après avoir quitté l'accord signé le dimanche 11 novembre à Genève avec Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Freddy Matungulu, Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou, désignant ce dernier candidat commun de l'opposition. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, n'est pas le bienvenu en Afrique du Nord. Alors, le prince, il est en train de se chercher une nouvelle réputation, à redorer son blason. Rien de mieux qu'une tournée en Afrique où il n'y a pas de gros enjeux diplomatiques, financiers, etc. Donc, il a fait une mini-tournée en Tunisie, Algérie, Mauritanie, où il était d'ailleurs hier. Et les internautes de ces pays ont lancé un hashtag sur les réseaux sociaux disant qu'il n'est pas le bienvenu chez eux. Selon la chaîne d'information libanaise Al-Mayadeen, ils ont critiqué les actions du prince héritier, Mohammed Ben Salman, notamment pour son massacre au Yémen. Ils ont également rendu responsable le prince d'avoir provoqué la famine du peuple yéménite. C'est un conflit, Mamoudou, dont on ne parle pas beaucoup, mais l'Arabie Saoudite est engagée en première ligne, avec une coalition internationale d'ailleurs, dans la guerre au Yémen. Et donc, les populations arabes qui sont très sensibles à ce genre de sujet ne manquent pas de critiquer le régime de Riyad sur cette question. Donc, ils n'ont pas manqué aussi de dénoncer l'assassinat du journaliste dissident saoudien Jamal Khashoggi, dont on a parlé ici plusieurs fois, et le rapprochement avec Israël. C'est un problème que reprochent donc les opinions publiques arabes donc à Riyad. Les internautes donc de ces trois pays nord-africains ont également nommé MBS comme un détenteur de scie, comme pour rappeler donc les conditions dans lesquelles le journaliste Jamal Khashoggi a été tué. L'Association tunisienne nationale de soutien à la résistance arabe, de lutte contre le sionisme et la normalisation des relations avec Israël, a aussi appelé le peuple tunisien à continuer de s'opposer à cette visite dans le pays et qualifié dans ses déclarations le prince saoudien d'assassin des nations yéménites, palestiniennes, syriennes et libyennes. Merci, Bokar Alpha Khan. Merci à vous. Le journal des sports de iRadio.
Seydina Abagui prend le relais. Bonjour. Bonjour Mahmoud. C'est pour l'actualité sportive, bien sûr. Coupe d'Afrique de handball dames. Les Lions jouent actuellement leur deuxième match de poule. Et c'est face à la Tunisie, vice-championne d'Afrique en titre. Le Sénégal vise une deuxième victoire d'affilée après avoir battu le Cameroun 23-18 hier. En 2016, les Lions avaient déjà battu la Tunisie en demi-finale de la CAN avant d'être disqualifiés sur tapis vert. À l'époque, la Tunisie avait porté un recours visant l'actuel capitaine des Lions, un recours qui avait privé le Sénégal de finale continentale et de participation à la Coupe du Monde de handball. Journée internationale des personnes handicapées. Les sportifs vivant avec un handicap font face à un problème d'infrastructure. Oui, c'est une occasion. Cette journée est une occasion saisie par la Fédération sénégalaise de paralympique et de handisport pour faire un bilan sur la gestion des sportifs vivant avec un handicap. Le problème d'infrastructure adaptée reste le principal souci de la fédération. Plus de détails avec Sekou Seydi. Le manque d'infrastructures adaptées aux sportifs vivant avec un handicap demeure le véritable problème de la Fédération sénégalaise de paralympique et handisport, malgré les multiples stades implantés sur toute l'étendue du territoire. Makodou Mbodj est le secrétaire général administratif de la Fédération sénégalaise de paralympique et handisport. Déjà être un handicap au Sénégal, c'est pas facile. Et surtout, l'allier à faire le sport aussi. Dans un pays où on a un problème d'infrastructure adaptée, un problème de moyens de transport, c'est pas facile. Nous, au niveau de la fédération, parce que nous, donc le handisport est une fédération qui est un peu transversale, c'est-à-dire qui peut pratiquer beaucoup de sports. Donc chaque discipline a sa spécificité. La fédération compte lancer la saison 2018-2019 ce 22 décembre avec beaucoup d'innovations. D'après Makodou Mbodj. Déjà, on a démarré sur les formalités administratives. Les démissions pour les joueurs compétitifs pour cette année ont démarré depuis le 1er octobre jusqu'au vendredi 14 décembre. Les dépôts des licences sont en cours jusqu'à la 4e journée du tournoi. Donc il y a le tournoi que j'ai déjà eu, le tournoi des 4 grands, qui annonce l'ouverture officielle de la saison, prévue le 22 de ce mois. Les personnes vivant avec un handicap sont célébrées ce lundi, mais celles qui pratiquent le sport rencontrent toujours d'énormes difficultés à cause des infrastructures sportives pas aux normes. Sur le même sujet, Seydina, malgré les difficultés, le centre Talibou Dabo parvient à faire des résultats dans le handisport. Effectivement, Mamoudou, si l'on se fie à Abdoulaye Mbou, instituteur spécialisé au centre Talibou Dabo, le club d'handi basket de ce centre excelle dans le championnat national. Même si les conditions pour la pratique de ce sport restent jusqu'à présent insuffisantes, Abdoulaye Mbou, que nous écoutons, il est au micro de Pape Alunsar. Au Sénégal, il y a ce qu'on appelle le parasport. D'habitude, c'était le handisport, mais maintenant, on a changé le mot, c'est le para-olympique. Dans le para-olympique, il y a une partie qu'on appelle le handi-basket. Talibou Dabo a un club qui s'appelle Handi Basket Club, qui joue et qui a gagné beaucoup de trophées au niveau national, parce qu'il y a un championnat qui se fait au niveau du Sénégal. Dans quelques jours même, on va démarrer le championnat. Donc, ce qui fait que beaucoup d'enfants ici utilisent les fauteuils roulants pour faire du sport. Et il y a 2 ou 3 qui sont en Europe, qui sont passés par Talibou Dabo, qui sont en Europe, qui compétissent dans les championnats européens en basket. Oui, pour le moment, il y a le basket. Il y a le foot, mais le foot, c'est au niveau des élèves. Il n'y a pas de compétition au niveau national. C'est au niveau du centre, pendant la récréation, ou bien les élèves, des fois, organisent des tournois au niveau des écoles. Ils jouent avec les béquilles. Quand vous les voyez jouer, c'est comme si ils ne sentent aucune maladie. C'est comme des personnes dites valides. Malheureusement, il n'y a pas un matériel adéquat pour ça. Pour le basket, on a des fauteuils qu'il faut modifier pour permettre à l'enfant de rouler facilement et de pouvoir lancer le ballon en restant sur le fauteuil. Mais ça, c'est les techniciens de Talibou Dabo qui essaient de réorganiser les fauteuils pour pouvoir les faire. Football à l'étranger et pour terminer, les Lions ont connu un week-end contrasté. Effectivement, si en Italie, Diao Baldé Keita n'en finit plus de marquer, en France, certains de nos Lions ne jouent plus. Round-up du week-end des Lions avec Hassan Top. Week-end des Lions, nous démarrons en France. Ismaël Sarr, buteur malgré la défaite du Stade Rennais à domicile contre Strasbourg sur le score 4-1. L'attaquant sénégalais a ouvert le score sur une magnifique frappe enveloppée, sa 5e réalisation en championnat cette saison. Mbaignon et Abdoulaye Diallo sont restés sur le banc. Cheikh Ndoye, titulaire avec Angers, a été tenu en échec 1 but partout sur ses terres par camp d'Adama Mbeng. Nantes de Karamboy
Gauthier sur le banc a lourdement chuté de son déplacement à Saint-Etienne. Dassane Djoussé sur la marque de 3-0. Bordeaux de Youssouf Sabali et Younous Sankhare, tous deux titulaires, a décroché le point du nul face au Paris Saint-Germain, 2-0. En Angleterre, Sadio Mané remporte le derby de la Marseille devant Everton de Ganagué sur le score 2-0. En Italie, Yao Baldé Keita a inscrit son 3e but de la saison en Serie A lors du déplacement de son équipe à Rome, où l'Inter et l'AS Rome ont fait match nul 2-0. En Allemagne, pour le compte de la 13e journée de Bundesliga, Schalke de Salif Sané a partagé les points 1-0 avec Hoffenheim. L'international sénégalais a disputé l'intégralité de la rencontre. C'est tout pour ce round-up du week-end des Lions. C'est également tout pour ce journal des sports du Midi Keng. Mamoudou, toute l'actualité sportive, mais aussi toute information utile est à retrouver sur emedia.sn. C'était Seydina Abagui. Merci. E-Radio. Reportage. Le reportage du jour, le voyage Dakar-Ziguinchor à bord du bus Sénégal Demdik. Les passagers souffrent au niveau de la traversée du Bac en territoire gambien. La convention qui lie le Sénégal et la Gambie a du mal à opérer. Le Bac de Banjul, une traversée 1000 problèmes. Notre reporter Aminata Ndong a fait le voyage. C'est à 6h du matin que le bus de Sénégal Demdik quitte tous les jours Ziguinchor pour se rendre à Dakar. À bord, une 60aine de passagers. Ziguinchor, Bignona, Djouloulou, Sétili, Gambie. C'est son trajet habituel. Et après 3 heures de route, nous voici au port de Banjul. Sur place, plusieurs véhicules attendent le bac pour la traversée. Pour ce voyage, l'attente a été trop longue, de 9h à 16h. Le bus n'a pas pu faire la traversée, une situation incomprise par les passagers. On est là depuis 9h30, il fait 14h15. On n'a pas bougé, les voitures dépassent à gauche, à droite, on ne comprend pas trop. Je ne trouve pas normal parce que Dakar Demdik, c'est une société. C'est une grande société qui représente le Sénégal et tout. Donc, arrivé au bac, normalement, on ne doit pas... perdre du temps. Franchement, je suis très déçu parce que dès le début de Dakar Demdik, on nous avait annoncé comme quoi que ceux qui feront le trajet Ziguinchor-Dakar avec Dakar Demdik n'auront aucun problème pour cette traversée. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas le cas. Et vraiment, c'est dommage, quoi. Déjà 5 heures sont passées depuis l'arrivée du bus. Le bac fait ses rotations, d'autres véhicules sont privilégiés. Cette situation qui prévaut au niveau du port de Banjul n'est pas sans conséquence pour les passagers du bus Sénégal Demdik. C'est très difficile, très très difficile. Et il fait très chaud, les gens ne mangent pas. On a dépensé tout notre argent et puis voilà. C'est pénible pour un voyageur. Déjà, la distance de Ziguinchor à Banjul et en plus de Dakar, vous voyez, c'est un peu difficile, quoi. Pour mettre fin à ce calvaire, des usagers du bus Sénégal Demdik interpellent les autorités sénégalaises. La direction de Dakar Demdik doit trouver cette solution, doit trouver une solution pour soulager au moins les clients. C'est pas facile, quoi, les passagers. Après moult tractations, c'est à 16h30 que le bus a pu faire la traversée et quitter le port de Banjul. Une journée inoubliable pour ces passagers du bus Sénégal Demdik qui sont arrivés à minuit à Dakar après avoir vécu un véritable calvaire en Gambie. La suite de notre série de reportages au port de Banjul sur e-Radio dans nos prochaines éditions. Nous parlerons des chauffeurs de camions qui peuvent rester 15 jours à attendre leur tour pour traverser. Vous écoutez e-Radio sur la 90.3 FM Dakar. Portrait d'un handicapé en cette journée internationale dédiée aux personnes vivantes avec un handicap. Ibrahima Ka est un cas atypique. Handicapé d'une main et des 2 jambes, il gère bien son business à Lompoul-sur-Mer. Mohamed Kandji l'a rencontré. 2 pneumonies à bas âge, une main droite sectionnée au cours d'une bagarre de famille et pour couronner le tout, un accident de la circulation qui lui a privé le plaisir de marcher. Cependant, collé sur son fauteuil roulant depuis plus de 20 ans, Ibrahima Ka est plus autonome que grand nombre de personnes bien portantes. Arrivé à Lompoul-sur-Mer en 2007 avec 75 francs en poche, il est entré dans le cercle restreint des principaux acteurs économiques. Paraplégique et handicapé d'une main, Ibrahima tient dans l'autre 2 restaurants, une alimentation
d'alimentation générale, un multiservice et le seul service de chaîne câblée du village. Une hyperactivité à cause de laquelle le natif de Kébémer ne se sépare jamais des 3 téléphones grâce auxquels il communique fréquemment avec ses 7 employés par un phrasé lent et un français soutenu, signe d'un cursus scolaire sans faute. Il a fait la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar après son baccalauréat en 1993 avant de réussir le concours d'entrée à l'École nationale de développement sanitaire et social. Parti pour devenir un technicien en génie sanitaire, Ibrahima a vu l'espoir de toute une famille s'écraser après son accident en 1997 de retour d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Négligé par les autorités sanitaires qui l'avaient pourtant sollicité, il aura la lourde tâche de payer tout seul ses frais médicaux pendant plusieurs années. Grâce à un mental qu'il considère comme sa plus grande force, Ibrahima arrive à vaincre tous les obstacles qui se sont placés sur son chemin. Même alité, je peux faire énormément de choses, a-t-il l'habitude de dire. Doté d'un esprit pétillant, ce Peul Bontin gère d'une main de maître son business. GD16 vous offre la revue de presse. Revue de presse Ousmane Gueye. Macky Sall, candidat de l'Alliance pour la République à la prochaine présidentielle, rien de nouveau, on le savait, seulement il fallait le cachet officiel et c'est chose faite depuis ce week-end. Oui, le président de la République a été investi par son parti pour aller de nouveau à la conquête du suffrage des Sénégalais. Pour l'ambiance samedi à Dakar Arena, plus que du show, c'était le grand show comme le titre enquête ce matin. Un show à l'américaine, précise les Échos, mais pas que, puisque les couacs ont aussi été au rendez-vous à Diamniadio, rapportent les confrères. Pour une cérémonie aussi importante, les organisateurs n'ont pas donné à manger ou à boire aux militants, dont certains, tenaillés par la faim et la soif, ont vécu un véritable enfer selon les Échos. Autre galère, celle de quelques parlementaires qui ont voulu retourner à l'Assemblée nationale pour le marathon budgétaire. Mauvaise idée, ils ont été stoppés net à la porte par la sécurité parce que le grand patron était en train de dérouler pour prendre Libération. Pendant que Libé décrit une mobilisation monstre, Source A fait état d'une marée humaine avec comme corollaire des embouteillages sur l'autoroute à péage et même des retards de vol à l'aéroport de Diass. 24 heures de notre existence donc volées par la coalition Benno Bokk Yakaar, conclut Source A. Macky Sall, plus que jamais décidé à garder les clés du palais de la République, il fait cap sur 2019-2024 comme l'écrit le quotidien L'As. Bougane Gueye non plus ne manque pas visiblement de détermination. Le candidat déclaré de Gëm Sa Bopp a déjà récolté près de 800 000 signatures sur la route de février 2019. L'information est à la une de la Tribune avec pour illustration un Bougane Gueye Dany tout sourire, la main levée vers le ciel en signe de victoire. Ce ne sont pas que de simples déclarations, semble dire L'As, puisque les 794 881 signatures ont été certifiées par huissier. Investi en même temps que Macky Sall, samedi, le leader de Gëm Sa Bopp tacle les professionnels de la politique à la page 4 de Le Témoin. Ces gens n'ont aucune pitié pour le peuple. Moi, je n'ai jamais fait de politique. Je suis en phase avec les Sénégalais et je me réjouis d'avoir déjà gagné la confiance de mes compatriotes. Signé Bougane Gueye Dany, porté en grande pompe par son mouvement, comme le rapporte Enquête. Cette présidentielle qui s'annonce avec toute la tension qui va avec, Alioune Tine veut que tout se passe dans les règles de l'art. Nous avons intérêt à avoir une élection transparente et pacifique, un consensus sur l'ensemble des règles. Interview sur 3 pages de l'expert indépendant des Nations Unies pour les droits de l'homme dans Sud Quotidien. Une absence de Karim Meïssa Wade et de Khalifa Ababacar Sall pèserait-elle sur le scrutin? Interroge d'emblée le confrère. Il ne faut pas dire qu'il n'y aura aucun impact en l'absence des deux hommes, répond Alioune Tine à Sud Quotidien. Sud Quotidien qui titre aussi sur la marche des travailleurs de la compagnie sucrière sénégalaise. Oui, les salariés de la CSS reviennent à la charge suite à l'importation de sucre accordée par le ministère du Commerce. Ils veulent désormais la tête d'Alioune Sarr, rapporte le journal. Ce ne sont pas que les employés qui tirent la sonnette d'alarme, c'est tout le Wallo qui se fâche, précise de son côté les Échos, tandis que l'Observateur titre sobrement la CSS marche contre l'importation du sucre. Le quotidien du groupe Futur Média s'intéresse également ce début de semaine à l'affaire Aïda Mbacké et c'est pour informer que la présumée meurtrière de son époux a été de nouveau placée en garde à vue. En sport, interrogation sur le Ballon d'Or 2018. Messi, Ronaldo, fin d'un règne de 10 ans. Stade pose la question avec un Modric plus que jamais favori pour l'attribution du prestigieux titre.
GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de Midi King. Je vous rappelle le menu avant de quitter la table. Pléthore de taxes et importations de sucre, le ras-le-bol des industriels sénégalais. Le syndicat professionnel des industries du Sénégal n'est pas convaincu par l'option économique du gouvernement. Le SPIS n'exclut pas la délocalisation de nombreuses industries. Le Qatar annonce son retrait de l'OPEP en 2019, risque de flamber des cours mondiaux du pétrole. Le Sénégal, pays importateur avant d'être producteur à l'horizon 2021-22, pourrait en faire les frais. Les experts relativisent cependant. Bruit supposé au pur de Serigne Moustapha Sy Issa Sall, le coordinateur du parti et potentiel candidat à la présidentielle en 2019, dément toute mésentente avec le guide des Moustarchidines. Et puis, la journée internationale des personnes handicapées, un quotidien difficile au Sénégal. Cependant, certains handicapés refusent d'être condamnés à la mendicité. Ils arrivent à surmonter leur handicap et travaillent comme tout le monde, comme vous et moi. Édition présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibrakan, à la technique Alioune Diassé, réalisation Mohamed Kandji, Antoine Diouf, à 13h le journal en Wolof avec Khalifa Diakhaté, Salim To, juste après, nouveauté 2-19, le journal de la présidentielle, et oui, on y est déjà, ce sera l'affaire de Migui Maram Ndiaye, juste après le duo Sile Mouniol Tonton Ada. Professeur Songde Diop pour philothérapie avant le journal en Wolof. Question call au professeur. Comment on dit philosophie en Wolof? À demain. Merci. Excellente journée. Ya Rabbi